Donc bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau live. Alors cette semaine ça va être un peu particulier, j'ai prévu un live par jour, tous les jours, sur comment apprendre le JavaScript, donc comment utiliser du JavaScript pour vos pages web. Alors chaque jour on avancera un petit peu en termes de technique et de complexité. Là pour le premier jour on va parler principalement des variables en JavaScript. Alors pour rappel sur l'utilisation pendant le live, il y a un chat, faut pas hésiter à poser vos questions pendant le live, je m'interromprai sur ma présentation pour répondre à vos questions s'il y en a. Et à la fin de toute façon je reprendrai toutes les questions qui ont été posées et qui n'ont pas été répondues pour y répondre. Donc pour commencer, donc on disait les variables. Alors qu'est-ce que c'est une variable déjà ? Une variable en fait ça va être un moyen de stockage d'une information dans un code. Ça va être quelque chose qu'on va nommer, on va lui donner un nom, et avec ce nom, on va être capable de récupérer la donnée associée à ce nom. Alors, pour commencer, une variable, on peut la définir comme ceci, donc avec un var ma variable, sans faire de faute, ce sera mieux, égale bonjour. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une affectation de variable. Affectation, pourquoi ? Parce qu'on affecte une valeur avec le signe égal, on affecte la valeur bonjour à la variable ma variable. À quoi ça va nous servir ? Eh bien, tout simplement, derrière, on peut réutiliser la variable quand on veut dans notre code pour en faire ce que l'on veut. On pourrait par exemple faire un console.log de ma variable, et ça, on va le tester tout de suite. Ça va nous afficher bonjour, tout simplement, dans la console. Alors pour l'exemple, pour le travail aujourd'hui, j'ai fait un index HTML, il n'y a quasiment rien dedans, c'est juste pour charger le script. Donc, je ne vous le montre pas en particulier, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Hop. On va ouvrir avec Google Chrome. Donc on a une fenêtre blanche, effectivement, on n'a rien en HTML pour afficher. Si on va dans les outils de développeur, dans la console, alors je vais l'attacher, ça sera plus facile. Voilà. Donc là, on a une erreur, ma variable n'existe pas. Oui, j'avais mis une majuscule ici que j'ai oublié de remettre. Hop, on reprend. Donc voilà. Donc là, dans la console, on a bien le message qui s'affiche. Si jamais on change le contenu, on peut mettre world. Hop. Là, on voit bien le contenu qui a changé et qui s'affiche. Jusque-là, rien de bien compliqué. Mais alors, ces variables, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une donnée, mais ça peut être... Là, c'est une chaîne de caractères qu'on a utilisée, mais on peut utiliser différents types de données. Alors, il y a beaucoup de types qui existent. Il y en a 3 de base, vraiment de base, qui sont la chaîne de caractères. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des numbers, donc ce sont des nombres. Si, par exemple, je saisis 25, là, c'est un number. Alors, faites attention, 25 comme ça ou 25 comme ça, ce n'est pas la même chose. Là, on est sur une chaîne de caractères. Là, on est sur un number. J'y reviendrai juste après là-dessus. Et là, de la même façon, si on rafraîchit, on voit bien que ça s'affiche. Et ça s'affiche d'une autre couleur, parce que ce n'est plus une chaîne de caractères. Il y a un troisième type qu'on utilise très souvent aussi, c'est le type booléen. Alors, booléen, ça parle pas beaucoup. En fait, le type booléen, ça vient de ce qu'on appelle les expressions booléennes. Ce sont des expressions qui vont nous retourner vrai ou faux. Donc, un type booléen, c'est tout simplement une variable qui est soit vraie, soit fausse. Alors il y a un cas particulier où elle pourrait être nulle aussi, mais on y reviendra plus tard. Donc par exemple, comme variable booléenne, on pourrait avoir true, qui signifie vrai en anglais. Là, on a bien true qui s'affiche. Voilà les 3 types vraiment de base des variables en JavaScript. Alors, comment on fait pour préciser le type d'une variable ? En fait, on ne peut pas vraiment le faire en JavaScript. Ça va être induit directement par la façon dont vous saisissez la donnée que vous voulez affecter à votre variable. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand je veux faire une chaîne de caractères, je vais mettre des quotes autour. Ça va définir par défaut que c'est une chaîne de caractères. Si on met des chiffres, ça va définir par défaut que c'est un number. Si on met true ou false, il va définir que c'est un booléen. Et comment savoir quel est le type d'une variable que l'on a mais qu'on ne connaît pas ? Et bien, on a le mot-clé typeof qui permet de vérifier justement le type d'une variable. Si par exemple je refais, donc, hop, je vais renommer ma variable, cette fois-ci je vais l'appeler chaîne. Ouais. Hop, je vais en faire une deuxième que je vais appeler nombre. Alors
Alors nombre, on peut mettre des virgules, bien entendu, il faut le mettre avec le point. La virgule n'est pas une vraie virgule en termes de notation de nombre. En informatique, on utilise plus souvent le point pour noter une virgule. Et donc je disais le dernier, un booléen égale, je vais mettre false cette fois-ci, voilà. Console.log cette fois-ci, donc je vais faire un type-off, comme je vous disais, donc le mot-clé qui permet de savoir quel est le type de ma variable. Donc si je fais un type-off de chaîne de nombre et de bool, je vais sur ma page, je rafraîchis, et on voit bien, là le premier c'est un type string, string pour chaîne de caractères, le deuxième number, et le troisième boolean. Donc on a réussi à créer 3 variables de 3 types différents. Alors il y a d'autres types qui existent, ça ce sont les types simples qu'on va utiliser assez régulièrement, il y a des types qu'on appelle complexes. Alors complexe ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement complexes à utiliser, c'est que ce sont des types qui vont intégrer des données qui peuvent être elles-mêmes intégrées dans d'autres, etc. On va y venir juste après. Et ça forme un format complexe dans le sens où on n'est pas capable de l'afficher tel quel, comme si c'était une chaîne de caractères. Il faut soit passer par un outil qui va permettre de l'afficher facilement, alors la console est capable de le faire, soit le transformer en chaîne de caractères avant de pouvoir l'afficher. Alors ces types, il y a tout d'abord le tableau. Qu'est-ce que c'est un tableau? Un tableau, c'est un format de variable qui permet d'enregistrer plusieurs éléments, on appelle ça des cases de tableau, et chaque élément est indépendant de l'élément précédent. Pour créer un nouveau tableau, il suffit tout simplement d'utiliser les crochets, donc comme ça. Ça va nous définir un nouveau tableau vide dans cette variable. Si jamais on veut définir des valeurs prédéfinies dans ce tableau dès le début, on peut les insérer directement à l'intérieur des crochets. Pour cela, il suffit de séparer avec une virgule. Alors on pourrait très bien mettre 1, 3, 5. On peut aussi mettre des chaînes de caractères. On peut mélanger les types si on veut dans un tableau, c'est pas un problème en soi. Voilà, donc ça c'est un tableau. Je vais faire un console.log. Alors on va voir qu'il arrive à l'afficher, mais vous verrez qu'il ne l'affiche pas en linéaire. Il utilise une mise en forme particulière pour l'afficher. Hop, voilà. Donc là, on a une mise en forme. On voit bien, il y a une petite flèche à côté. En fait, on peut déplier et on voit les éléments du tableau. Alors, comme on peut le remarquer, en fait, les éléments d'un tableau sont indexés. Donc, en fait, on a un index à chaque fois pour chaque élément qui permet de définir quelle case dans le tableau représente cet élément. Cet index, il commence toujours à 0 dans un tableau, en JavaScript en tout cas. Donc on a toujours 0, 1, 2, 3 pour nos 4 cases. Alors j'ai une première question, les variables fonctionnent aussi bien en français qu'en anglais? Oui, les variables, on peut aussi bien définir des variables avec un nom en français qu'en anglais. Les bonnes pratiques par rapport à ça, ça va être déjà ne jamais mettre d'accent ou de caractères spéciaux dans un nom de variable. Ça peut poser des problèmes. Et après, en termes de bonnes pratiques, généralement, on recommande de faire un choix. Soit on fait français, soit on fait anglais, et on fait partout pareil dans l'application pour essayer de garder une certaine cohérence. On va éviter de mélanger. Alors après, personnellement, j'ai plus tendance à utiliser l'anglais, mais là, pour les bases du JavaScript, je suis parti sur des noms de variables en français. Je reviens où j'en étais. Donc le tableau, je disais, indexé avec des cases. Ça va être pratique parce que derrière, en fait, on peut réussir à récupérer une seule case de notre tableau en utilisant le nom de la variable, crochet, et l'index de la case que l'on souhaite récupérer. Par exemple, si je récupère la case 2, alors bien faire attention, comme je l'ai dit, les index commencent à 0, donc celui-là c'est 0, celui-là c'est 1, et celui-là c'est 2. Donc là, ça devrait afficher 5 dans la console. Voilà, on a bien le 5 qui s'affiche. Alors les tableaux c'est pratique, comme je le disais c'est des données complexes, après ça reste assez simple à utiliser quand même, c'est pas quelque chose de très complexe à comprendre. On a un autre format de données complexe qui s'appelle un objet. Alors un objet, comment c'est défini? C'est défini avec des accolades. Alors c'est défini avec des accolades pour un objet anonyme. On verra d'autres types d'objets dans un futur live sur la programmation orientée objet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un objet anonyme. On va le définir de la façon que l'on souhaite. Ça ressemble un peu à un tableau, on a des cases. La différence avec un tableau, c'est qu'en fait, chaque index est un nom. Au lieu d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, on va donner un nom à chaque propriété. Alors on appelle ça une propriété en objet. Donc chaque propriété de notre objet. Donc, je vais noter objet. Et par exemple, on pourrait très bien faire un objet qui représente une personne avec son nom. Son prénom. Alors pareil, hein, les noms de propriétés, on va éviter les accents, de la même façon que les noms de variables.
Hop, et par exemple son âge, pour montrer aussi qu'on peut définir des valeurs en nombre. Ici, si je fais un console.log de mon objet, on va voir de la même façon qu'il nous affiche une mise en forme adaptée par rapport au type complexe. Et si on déplie, on retrouve donc âge 33, nom et prénom. Pourquoi c'est pas dans l'ordre dans lequel je l'ai enregistré? Tout simplement parce qu'il les classe dans l'ordre alphabétique. Et pourquoi ici j'ai pas mon accent? Parce que j'ai pas défini UTF-8 sur ma page HTML. Donc voilà ce que c'est un objet. Alors après, ça se limite pas à ça. Il faut aussi se dire que une case d'un tableau, comme une propriété d'un objet, peut aussi contenir quelque chose de complexe. Donc on pourrait très bien avoir un tableau qui est dans une case d'un tableau, ou même un objet qui est dans une case d'un tableau, ou un tableau qui est dans une propriété d'un objet. Alors un exemple qui va être relativement simple, c'est par exemple si on essaie de faire un tableau qui... comment dire, un tableau qui fait la liste des personnes dans une entreprise, donc une liste des employés de l'entreprise. Donc on va l'appeler employé, par exemple. Donc c'est un tableau, et à l'intérieur de ce tableau, on va utiliser un objet complexe, donc un objet anonyme ici. Donc on en a un premier, et virgule pour séparer les éléments dans le tableau comme on l'a vu tout à l'heure. Et après cette virgule, donc on va rajouter une deuxième fois quelque chose, un objet complexe. Par exemple, on va mettre Jean. Dupont. Âge 41. Voilà, donc là on a un tableau avec pour chaque case un objet anonyme, donc une donnée complexe qui contient des données complexes. Et on peut même aller encore plus loin que ça en ajoutant une propriété, par exemple le poste de la personne dans l'entreprise, qui elle-même va être un objet anonyme dans lequel on a le titre du poste. Hop. Et sa date d'entrée en entreprise, par exemple. Voilà. Alors vous noterez bien, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, dans un objet anonyme, pareil, on va séparer chaque propriété par une virgule. À chaque fois, on a le nom de la propriété, la valeur associée, virgule, on passe à la propriété suivante. Donc je vais reprendre poste pour la deuxième personne, on va mettre développeur full stack par exemple. Et date d'entrée au 12 2019. Voilà. Je vais modifier mon employé dans le console.log. Et là, on va voir un peu le résultat. Donc le résultat, on a un objet complexe, un tableau. Dans ce tableau, on a deux cases. La première case, c'est aussi un objet complexe qui possède donc un âge, un nom, un prénom et un poste. Et le poste, pareil, on peut le déplier aussi et on retrouve la date d'entrée et le titre. Comment on va faire pour accéder à ces informations? Par exemple, ici, si je fais employé, on peut récupérer, donc comme on l'a vu tout à l'heure, la case 0. À partir de cette case 0, si je souhaite par exemple récupérer le poste, il suffit que je fasse point poste. Et si je veux récupérer le titre, il suffit que je fasse point titre. Voilà. Et là, on récupère bien cette information-là. Voilà. J'ai fait à peu près le tour au niveau des types de variables. Maintenant, on va parler d'un autre sujet au niveau des variables, qui est la portée. Alors, la portée, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, en termes de programmation, on définit une portée, c'est une zone dans laquelle les variables vont avoir un sens. Quand on sort de cette portée, il faut que la variable n'ait plus nécessairement de sens, selon le type de variable qu'on va définir. Et c'est là qu'on va avoir plusieurs types de variables qui existent. Moi, j'ai utilisé le var tout à l'heure. Alors, beaucoup pourront me dire que c'est pas recommandé d'utiliser le var, effectivement. On va y venir juste après. Alors, en type de données, enfin, type de variable, on peut utiliser le var, on peut aussi utiliser le let. Ça va définir exactement de la même façon que le var une variable, mais il va y avoir une grosse nuance en termes de portée. Donc si je définis par exemple le let chaîne égale hello world, je fais un console log de ma chaîne. Là, ça va marcher sans aucun problème. Par contre, si je commence à définir une portée, alors une portée, ça se définit avec des accolades. Vous allez me dire, les accolades, normalement c'est pour faire les objets anonymes. Eh bien, ça dépend de l'endroit où on l'utilise. En fait, si on l'utilise ici dans le code directement
pour englober des instructions, on définit une portée. Par contre, si on le définit après un égal, par exemple, on va définir un objet anonyme. Donc là, par exemple, j'ai défini une portée, je déclare une variable let à l'intérieur de cette portée, et en fait, quand je sors de cette portée, vu que c'est un let, la variable ne va plus exister. Donc là, si je réaffiche ma console avec ça, on a bien une erreur chain is not defined. C'est la différence avec le var, car si je définis un var ici, qui est une variable globale, quand je vais rafraîchir ma page, ici, on arrive bien à afficher le message. En fait, la var qui est définie dans une portée va continuer à exister même après cette portée. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va préférer utiliser des lets, parce que là on est sur 3 lignes de code, c'est pratique, mais quand on arrive sur des grosses applications, on peut arriver sur des centaines de lignes de code, et si on redéfinit plusieurs fois la même variable, ça peut poser des problèmes. Donc le fait d'utiliser un let, ça va permettre de restreindre la définition de notre variable à l'endroit où on veut l'utiliser. Après, elle n'existera plus, et on pourra réutiliser à nouveau ce nom de variable plus tard. Alors on peut aller un peu plus loin aussi avec les portées. Je reprends un peu mes éléments. Hop, pour montrer un exemple un peu plus avancé, X, Y. Alors on va mettre 1 et 2. Hop. Voilà. Si j'affiche ça, en fait, on va voir comme on avait vu tout à l'heure, il m'affiche bien le 1 et après il met une erreur. Il y a des petites choses en plus qu'on peut faire avec les fonctions. Alors les fonctions, on va pas nécessairement voir ça aujourd'hui, mais je vais vous montrer un exemple très simple. On va faire une fonction test. Hop. Cette fonction test, alors c'est une portée un peu particulière au niveau des fonctions. C'est function d'ailleurs. Car si je fais ça, en fait, on a vu juste avant dans ma portée, la variable continue à exister. Par contre, au niveau d'une fonction, quand on définit un var, ici la variable ne va plus exister. Et il nous affiche bien une erreur, x is not defined. Car quand on sort de la fonction, en fait, les variables qui sont définies dans une fonction ne sont valables que dans la fonction. Il y a un moyen de faire ça que je déconseille fortement d'utiliser. Il faut vraiment l'utiliser dans des cas où vous n'avez pas d'autres solutions, et il en existe souvent d'autres. C'est de ne pas mettre de mots-clés ici devant. Si on n'utilise pas de mots-clés, qu'on définit notre variable de cette façon-là, en fait, on va définir une variable qu'on appelle globale à notre fenêtre. Elle va être définie au niveau de la fenêtre en elle-même, au lieu d'être définie au niveau de la portée. Et là, dans ce cas-là, en fait, on définit une variable globale qui peut être utilisée n'importe où dans l'application, même si elle est définie à l'intérieur d'une fonction. Donc là, si je réaffiche ma page, par exemple, hop, bah là, il veut pas. Oui, j'ai pas appelé la fonction. Alors, je vais vous remontrer l'exemple avec le var pour bien confirmer. Hop, là, on a bien l'erreur avec le var. Et si je retire le var, ici, là, cette fois-ci, on a bien la valeur qui s'affiche. Donc, je le répète, ça, je déconseille fortement de l'utiliser. On ne devrait pas définir de variable globale à l'intérieur d'une fonction. Il faut vraiment que ce soit des cas très particuliers où on n'a pas d'autre choix. Il y a un autre type de variable qui existe, qui est la constante. Ça va être le dernier type qu'on va voir aujourd'hui. Donc, au lieu de faire un var ou un let, on va faire un const. Chaîne égale... Qu'est-ce que ça change le const? Alors le const gère la portée exactement de la même façon que le let. Donc si on reprenait les exemples d'avant, en fait, ça fonctionnerait exactement pareil qu'un let. La grosse différence avec un const, c'est ce qu'on appelle une constante. Une fois que la constante est définie, on ne peut plus la modifier. Donc par exemple, si je faisais... hop, je vais mettre 10... Je vais d'abord le faire avec le let, ce sera plus simple pour expliquer. Donc let, je fais un console.log de ma chaîne. C'est pas une chaîne, mais c'est pas grave, c'est juste un nom de variable. Hop, on a bien le 10 qui s'affiche. Derrière, si je veux modifier ma variable, alors je ne l'ai pas encore montré, mais pour modifier, il suffit simplement de remettre le nom et de mettre une autre valeur. On ne redéfinit pas le let, sinon on va avoir une erreur. Il suffit simplement de redéfinir le nom une fois que la variable a déjà été définie une première fois. Et là, donc je refais un console.log de ma chaîne. On a d'abord 10 et après 25 qui s'affiche. Si je refais exactement la même chose mais avec une constante, cette fois-ci, quand je vais rafraîchir, nous affiche bien 10, donc la première fois il a réussi à l'afficher. Par contre, quand on arrive sur la ligne 3 qui essaie de modifier la variable, là on a une erreur qui nous dit assignment to constant variable. En fait, on n'a pas le droit de réassigner, de réaffecter une valeur à une variable. Donc c'est ça l'utilité de la constante. Ça peut être pratique pour définir des valeurs qui ne devraient pas bouger tout au long de l'application.
Par contre, on doit éviter de l'utiliser pour des valeurs qu'on récupère de données de serveurs ou de ce genre de choses qui potentiellement peuvent être modifiées. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des variables pour aujourd'hui. Vous avez vu un peu tout. Alors, il existe d'autres types de variables aussi qui sont un peu particulières. Il y a la variable undefined qui définit en fait une variable qui n'a pas été définie. C'est par exemple si on fait un let chain juste comme ça sans faire un égal, ça va nous définir une variable. Et quand on fait le console.log, hop, là on a undefined qui s'affiche. C'est à la fois un type et aussi une valeur. Ça permet de pouvoir identifier si une variable a bien récupéré une valeur. Ça va surtout nous servir quand on va utiliser des appels serveurs pour voir si le serveur nous a bien retourné la donnée. Donc ça c'est le type undefined. On a un autre type qui est le nul. Le nul, ça permet de définir réellement une valeur. Alors le nul, c'est un type objet. Pour autant, c'est un type objet particulier, c'est un type nul. Ça va nous permettre dans certains cas de définir une valeur à une variable pour éviter qu'elle soit undefined, mais pour autant, il n'y a pas de vraie valeur définie. C'est ce qu'on appelle en fait la valeur nulle. Ça peut être pratique dans beaucoup de cas. Il y a surtout beaucoup de fonctions qui utilisent cette valeur nulle, en l'autre le local storage, on verra ça aussi plus tard dans la semaine. Et quand en fait on ne trouve pas la valeur associée à une clé, on va nous retourner nul pour nous dire on n'a pas trouvé de valeur. Hop, alors je vais juste actualiser, voilà, on voit bien la variable nulle qui s'affiche. Voilà, cette fois-ci j'ai fait le tour des variables. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le moment. En attendant, je vous rappelle, si vous êtes intéressé par les lives qui sont organisés, les lives organisés par Training Dev, alors faut pas hésiter à venir sur le site Training Dev. Il y a une page Suivez-nous, vous pouvez nous suivre donc sur notre chaîne Twitch, sur le compte Twitter, la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tous les replays des lives qui ont eu lieu, et une chaîne Discord si vous voulez discuter sur différents sujets techniques, de développement, ou même parler de la pluie et du beau temps. Le local storage, alors de mémoire je l'ai programmé pour jeudi ou vendredi, j'ai un doute, je vais vérifier ça. Hop. Ah non, ce sera pour samedi le local storage. Alors je l'ai nommé la manipulation des nœuds navigateurs, c'est peut-être pas exactement le bon titre non plus, mais ça va être principalement de l'utilisation d'API, comme le local storage ou d'autres qu'on verra ensemble ce jour-là. Donc est-ce que c'était clair pour vous? Vous n'avez pas d'autres questions à poser? J'ai pas l'impression. Sur le site, vous pourrez retrouver aussi une page qui annonce les prochains événements à venir. Alors, tous les événements ne sont pas encore à jour dessus, mais je vais voir pour mettre ça à jour. Pour rappel, je ne vais pas être le seul à faire des lives. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de préparer aussi un live. Ça sera plus orienté sur PHP, mais sur un design pattern qui pourrait être utilisé avec d'autres langages de programmation. Et il ne faut pas hésiter à nous suivre. On va essayer d'organiser ça assez régulièrement. Et je rappelle pour cette semaine, donc c'est une semaine orientée sur l'apprentissage du JavaScript. Donc là aujourd'hui on a vu les variables. Demain à midi ce sera les structures conditionnelles et itératives, donc tout ce qui est if, else, switch et les boucles. Mercredi on verra les fonctions et le passage de paramètres. Jeudi ce sera plus orienté sur la manipulation du DOM, donc modification du HTML et du CSS. Vendredi sur la gestion événementielle. Samedi sur la manipulation des données navigateurs et donc principalement l'utilisation d'API navigateur. Et dimanche, le plus gros du sujet, la programmation orientée objet avec les classes en ES6. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour rappel, le tuto, il y a un cours qui va être fait, un cours complet en 7 parties, avec chaque partie qui correspond à une journée qu'on aura vue. La première partie est déjà disponible sur le site, vous pouvez aller le voir, ce sera assez similaire à ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et le live enregistré sera disponible aussi, et je vais le mettre dans l'après-midi sur le même cours. N'hésitez pas à faire des commentaires, à donner vos retours, pour qu'on puisse toujours améliorer le contenu présent sur le site, et aussi le contenu des lives. Les replays ne seront pas accessibles sur Twitch. Les replays seront sur la chaîne YouTube, et aussi disponibles sur le site.
Et après, si vous avez des suggestions pour de futurs lives, n'hésitez pas aussi toujours à envoyer un message de contact. Alors j'ai vu que le formulaire de contact était buggé hier, il a été corrigé, donc on peut le réutiliser. Si vous aviez essayé et que ça ne marchait pas, n'hésitez pas à retenter, normalement ça devrait fonctionner. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça a pu vous être utile, et je vous donne rendez-vous demain donc pour la suite avec les structures conditionnelles et itératives en JavaScript. Bonne journée à tous.